Tu connais le Club Backseat? Avec un abonnement à 15 € par mois, tu peux intégrer ce club très fermé et bénéficier de plein d'avantages. Parmi eux, ton nom au générique de l'émission, la VOD YouTube en avant-première dès le vendredi matin, les vidéos bonus en avance, l'accès au débrief, mais surtout, la possibilité de venir dans le public gratuitement à la dernière minute, l'invitation à des événements VIP et une magnifique carte de membre ultra collector. Le Club Backseat, c'est le plus grand soutien que tu puisses apporter à l'émission, alors je te donne rendez-vous sur KissKissBankBank, le lien est en description sous la vidéo. Tout de suite, ta VOD. C'était le plus court jeu à la con qu'on ait fait depuis très longtemps. On est un petit peu en avance, mais c'est pas grave parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. C'est parti pour l'actu de la semaine. L'indice de Vincent, le Bay. Le Bay, ouais Bay, je viens de comprendre. tu viens de l'avoir. Actualité cette semaine, chers amis, Nouvelle-Calédonie, une catastrophe annoncée. Il y a des émeutes en Nouvelle-Calédonie depuis lundi dernier, depuis le 13 mai. On décompte 5 morts, dont 2 gendarmes. L'état d'urgence a été déclenché par le ministère de l'Intérieur. Il est en vigueur depuis aujourd'hui. À l'origine de ces tensions en Nouvelle-Calédonie, c'est une réforme électorale qui prévoit le dégel du corps électoral. Alors, c'est un petit peu compliqué, mais c'est en discussion en France, à l'Assemblée en France continentale. L'Assemblée nationale a adopté, je crois que c'était cet après-midi, le projet de loi de réforme constitutionnelle qui prévoit de modifier le statut de la Nouvelle-Calédonie pour que plus de 25 000 électeurs qui jusque-là ne pouvaient pas voter en Nouvelle-Calédonie puissent voter. Or, ça crée des tensions énormes sur le terrain, cette question du corps électoral, puisque les nouveaux électeurs sont des continentaux qui sont venus s'installer en Nouvelle-Calédonie ces 10 dernières années. Et ne sont pas des Kanaks. Les Kanaks, le peuple autochtone de Nouvelle-Calédonie, revendiquent pour une partie son indépendance et accusent le gouvernement français de diluer du coup l'identité Kanak dans un corps électoral beaucoup plus large. On est au cœur des tensions. On arrive après 30 ans de processus des accords de Matignon et des accords de Nouméa qui ont permis une relative paix sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pendant plus de 30 ans. Et là, tout est en train d'exploser. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Pourquoi est-ce que ça pète maintenant? Comment est-ce que vous qualifiez, vous, ce qui se passe sur le terrain? Je précise un point important, c'est que j'utilise le mot Nouvelle-Calédonie, c'est celui que j'ai appris à l'école pour parler de ce territoire. Les Kanaks, eux, parlent de Kanaki. Donc les gens qui revendiquent l'indépendance du territoire Kanak ne parlent pas de Nouvelle-Calédonie. Ça, c'est le terme français, colonial, pour désigner la Kanaki. Usul, comment tu qualifies, toi, ce qui est en train de se passer? Pourquoi ça explose d'un seul coup le 13 mai? Il y a une colère qui est à la fois une colère sociale, une colère politique. C'est-à-dire, comme je disais dans le petit billet d'humeur là un petit peu avant, c'est-à-dire que la situation coloniale a évidemment des conséquences sociales très dures, avec le fait que les héritiers, parce qu'on va beaucoup dire, mais les Caldoches, les héritiers des colons, ils sont nés ici, ils sont aussi légitimes que les autres. Et souvent, le débat va porter là-dessus. Mais finalement, tout le monde est légitime, tout le monde est né ici, avant même la réforme. C'est l'argument du ministre de l'Intérieur. Pourquoi empêcher de voter des personnes qui habitent sur le territoire de manière régulière et qui ont la nationalité? Donc on fait la démocratie, voilà. Donc il y a un système économique quand même derrière, et on le sait, c'est vrai en métropole, hein, les enfants de possédants sont possédants, les enfants d'exploités sont exploités. C'est d'autant plus vrai quand ces positions héritées sont héritées d'une situation coloniale, une situation de violence. Le plan là de faire en sorte qu'il y ait une submersion de métropolitains pour gagner ensuite des référendums, c'était un plan, j'ai lu ça depuis Pierre Messmer. Je vous conseille le portrait de Pierre Messmer. Qui était Pierre Messmer? Qui était Premier ministre brièvement dans la 5e République, je ne sais plus, après Pompidou, un truc comme ça. Sous Giscard? Oui, je crois. Je sais plus. Ou avant même. C'est plan Mesmer, c'est le nucléaire. Donc c'est ça qu'on retient beaucoup de Messmer, c'est la mise en place du nucléaire dans les années... Mais il a aussi géré les étapes de décolonisation. Et son plan, justement, pour la Kanaki, c'était de dire, on va faire en sorte que les gens s'installent. Alors, on a des métropolitains vont aller s'installer. Il faut bourrer l'île, en fait. Il faut bourrer l'île. Et puis, on compte aussi sur le fait qu'il y aura peut-être des gens d'autres îles autour qui vont venir, parce qu'il n'y a pas que des Kanaks. Il y a des gens qui peuvent venir d'un petit peu autour. On va compter là-dessus pour diluer les Kanaks dans, si possible, un corps électoral plus grand. Et puis, on gagnera comme ça. Et le problème, c'est que ça a pété dans les années 80. Voilà, d'où les accords de Matignon. Et ça a pété sale, mais vraiment sale. Ouais, c'était horrible. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on entend beaucoup de discours sur oh, c'était très bien, il faut retrouver l'esprit des accords de Matignon. C'est pas faux, les accords de Matignon, ils prévoyaient justement le gel du corps électoral négocié par les deux parties et qui s'étaient mis d'accord, les Kanaks et les Caldoches. Le problème des accords de Matignon, c'est qu'il n'y a jamais eu de décision claire et nette prise sur le statut de la Nouvelle-Calédonie. En fait. Non, c'était renvoyé à des référendums. Voilà, il y a eu 3 référendums qui ont été tenus. Les 2 premiers ont dit non à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie. Le 3e référendum a été boycotté par les Kanaks. Pourquoi il a été boycotté?
parce qu'on était au cœur du Covid et que le Covid faisait des ravages parmi les Kanaks. Non, encore plus que ça. C'est-à-dire qu'ils avaient réclamé ça parce que y a dans le droit coutumier, dans les habitudes, dans les traditions des Kanaks, il y a un autre rapport à la mort qui supposait qu'on prenne un peu de temps. C'était pas un temps électoral pour eux. D'accord, je comprends. Et que respecter au moins... Et alors, évidemment... C'était 2021, le dernier référendum. Et évidemment que le pouvoir central a fait « on n'a rien à branler de leur truc, de machin, on fait le référendum. » Et ils l'ont massivement boycotté, mais vraiment massivement. C'est-à-dire qu'on pouvait pas juste dire « oh, il y en a qui y sont pas allés » ou je sais pas quoi, ça compte quand même. Non. Ils l'ont massivement boycotté, donc le taux de participation était ridicule. Voilà, de leur point de vue. Et puis ensuite, il y a eu une manifestation de malades, 35 000 personnes. 35 000 personnes sur une île qui doit en compter 270 000, je crois. 270 000. Donc il y a eu une manifestation. C'est-à-dire que le peuple kanak était mobilisé, vraiment mobilisé. C'est pas passé dans l'indifférence, ce truc-là. Ça s'est passé dans une mobilisation. Et on leur a roulé dessus. On fait le référendum quand même. On a gagné le référendum, finito. Maintenant, on entérine le truc et c'est fini là les accords de Matignon ou voilà. Enfin, bon, bref. Claire, il y a une volonté du pouvoir d'Emmanuel Macron d'accélérer sur la mise en place de la réforme du corps électoral. Ouais, en fait, ce qui se passe là, c'est le rappel que effectivement là-bas, ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est de l'ordre du fait colonial. Donc la France, elle y est que depuis 170 ans. C'est 1853, c'est Napoléon. C'est des épisodes comme Première Guerre mondiale. On essaye de faire venir les Kanaks combattre au front, alors que bon, c'est dans leur esprit, c'est pas leur pays. Beaucoup de populations colonisées sont venues combattre. Et donc ils refusent de venir faire la guerre et on rase des villages à ce moment-là. Donc il y a des milliers. Enfin, il y avait un député qui rappelait, en fait, c'est pas là juste 3 morts Kanaks sur les barrages en ce moment, c'est des milliers et des milliers de morts au cours de cette histoire coloniale-là. Et la spécificité des accords de Matignon, c'était de placer l'espoir, après un moment extrêmement violent, qu'un processus de décolonisation inédit dans l'histoire mondiale allait être possible. C'est-à-dire qu'on allait pouvoir organiser démocratiquement une décolonisation avec l'accord des parties prenantes. Parce qu'à ce moment-là, lors des réunions, lors des concertations, les Kanaks ont accepté l'idée que des gens qui étaient là depuis des décennies et des décennies, peut-être à terme, ils pouvaient être inclus dans ce qui était à ce moment-là appelé le destin commun. C'est un terme qu'on entend beaucoup revenir parce que c'était ça l'horizon posé. Là-dessus, il y a eu les 2 premiers référendums et il y a effectivement le dernier qui se passe à un moment où la stratégie gouvernementale change, notamment parce que c'est plus le Premier ministre qui prend la main sur le dossier, alors que historiquement, c'était les premiers ministres qui les géraient. Et c'est l'intérieur qui le reprend avec la personne de Darmanin, qui n'est pas la personne la plus douce et conciliatrice. Voilà. Et qui se fait conseiller par Sonia Backès, voilà, qui est une députée caldoche. Voilà. Et qui est du coup ce qu'on appelle loyaliste, qui est une formulation un peu bizarre, parce qu'on suppose que les autres sont déloyaux quand même. Et donc, ce qu'on est en train de voir, c'est ce processus de décolonisation potentiellement pacifique qui est en train de voler en éclats. Mais la responsabilité, elle est celle du gouvernement, c'est certain. C'est d'avoir voulu pousser en force un processus qui est très très délicat, parce que c'est des équilibres, c'est une poudrière et ils le savent très bien. Et tout le monde là-bas le dit. D'ailleurs, les responsables indépendantistes disent qu'ils ne sont pas fermés d'esprit à l'idée du dégel du corps électoral, qu'ils sont prêts à en discuter, qu'ils veulent bien qu'il y ait une discussion, mais qu'ils constatent qu'il n'y a plus de discussion et qui, du coup, aujourd'hui sont bien emmerdés parce qu'on a l'impression que la violence est le seul vocabulaire. Il devait y avoir réunion avec Macron dans la journée, ce matin, réunion qui a été annulée. Parce que les 2 acteurs ne veulent plus parler, les indépendantistes et les loyalistes ne veulent plus parler. Macron va donc téléphoner aux uns puis aux autres. La discussion va passer comme ça. C'est super important ce truc-là. D'ailleurs, vous aurez noté que le verre est dans le fruit. À partir du moment où tu nommes Gérald Darmanin ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, ça a été un autre ministère, un ministère séparé avant. Non, Gérald Darmanin a toujours été sous la coupe de là, on le dit que normalement c'est Matignon qui gère au moins ce dossier-là. On a dit ça va être Darmanin qui en plus est ministre de l'Intérieur et il va faire ça avec Sonia Backès. Et en ce moment on voit aussi Nicolas Metzdorf pas mal sur les plateaux. En gros, dans la Macronie, on a donné la main à d'ailleurs Sonia Backès, qui est donc députée de là-bas, issue des colons de là-bas, qui n'a pas voulu se prononcer sur Macron et Le Pen au second tour en 2017 à l'époque. C'est-à-dire que là-bas, faut s'imaginer qu'il y a une droite
la droite de là-bas est une droite coloniale dure. Une droite qui va se donner au RN sans problème quand il y aura besoin. Enfin, c'est une droite coloniale avec une mentalité de colon. Et c'est avec eux qu'on travaille là. Actuellement, c'est avec eux que Darmanin travaille pour la suite des événements. C'est avec eux qu'a été voté le truc la nuit dernière. Donc évidemment qu'en face, ils ont plus de... Ils se disent, mais elle est où la solution en fait ? Tu as cité le RN. Particularité du RN, Marine Le Pen et Jordan Bardella tiennent une position extrêmement nuancée sur le sujet, rompant avec une tradition du Front National de Jean-Marie Le Pen, qui a toujours été en soutien aux caldoches les plus fervents et les plus durs. Là, Marine Le Pen, elle dit qu'elle souhaite le chemin d'un dialogue, etc., alors qu'à l'Assemblée nationale, elle vote en faveur de la réforme du gouvernement, ce qui est quand même hyper bizarre. Parce Bref, encore une fois, le RN dit et fait pas la même chose. C'est toujours pareil avec le RN. Ils votent pas ce qu'ils disent. Elle veut incarner la mesure. Ouais. Elle veut incarner le calme. C'est sa stratégie maintenant, c'est de dire Macron excite tout, moi je serai le calme. Voilà. Mais bon, même si en effet, de toute façon, évidemment qu'elle est du côté des Sonia Backès et des Nicolas Metzdorf et des colons là-bas, évidemment. Je pense qu'elle fait le pari qu'en fait, la mise en ordre sécuritaire, l'armée et les matraques, ce sera Macron et Darmanin, et puis qu'elle va pouvoir incarner effectivement l'espèce de retour à un ordre, mais qui sera un ordre du coup qui sera défavorable aux Kanaks. Là, on est en train de voir le processus sur les plateaux télé de en fait décrédibilisation et délégitimation du mouvement de résistance kanak. On est en train de dire en fait c'est des jeunes qui font des émeutes avec exactement le même langage qu'on avait lors des émeutes dans les quartiers populaires. C'est le continuum colonial. Mais voilà, donc en fait, moi ce qui me marque dans l'épisode qu'on est en train de vivre, c'est à quel point à chaque crise, il y a un espèce de retour du racisme et du fait colonial qui est un passé qui est encore hyper présent dans la structuration de la société et de la politique française. Et c'est dingue. Et ça, c'est d'autant plus dingue et marquant dans un contexte de retour de l'extrême droite où, en fait, il y a une roue libre. Là, dans la manière dont les Kanaks sont décrits sur les plateaux, c'est clairement ce fait-là qui est en train de se dérouler. Mais parce que personne ne sait ce qu'est la Nouvelle-Calédonie et ses composantes. Et tu parlais de la misère, enfin pas de la misère, mais tu parlais des problèmes économiques. Aussi, oui, non, mais il y a une misère, il y a un surchômage. Et en fait, il faut savoir que c'est une île qui est extrêmement divisée entre, on disait tout à l'heure, les Kanaks, les Caldoches qui sont les descendants de colons. Moi, j'aime bien les comparer un peu. Enfin, j'aime bien. Je compare un peu ça à des Afrikaners. Ouais, en Afrique du Sud. Pour avoir passé un peu de temps en Nouvelle-Calédonie, honnêtement, c'est exactement le même schéma. Et vous avez les métros et d'autres habitants qui viennent des îles autour, donc des îles Tonga, de Wallis et Futuna. Et c'est trois populations différentes qui ne vivent pas ensemble, qui ne vivent pas du tout ensemble. Vous avez les Kanaks qui vivent encore beaucoup dans ce qu'on appelle des tribus. C'est leur mode de société. C'est des tribus avec des sages, entre guillemets, qui en ce moment, voilà, des anciens, qui, eux, appellent au calme en ce moment, pour le coup. On parlait des jeunes, mais pour le coup, c'est les jeunes qui sont redescendus à Nouméa en espérant trouver du travail, en espérant pouvoir avoir une vie peut-être plus capitaliste ou plus, je sais pas. Et le fait est que la situation économique fait que c'est des jeunes qui trouvent pas de travail, qui se retrouvent malheureusement à vivre du coup en périphérie de Nouméa, dans des squats, dans des conditions qui sont ignobles. L'alcool, c'est un vrai problème aussi chez cette population, honnêtement. On évite de traîner en soirée dans Nouméa quand on est blanc, qu'on est une femme, parce que honnêtement, c'est pas du racisme, ce que je vous dis, je l'ai vécu. Donc ça existe aussi, on a le droit de le dire. C'est une poudrière, ça fait des années que c'est une poudrière, et le contexte est inflammable. Et moi, je pense effectivement, le gouvernement n'a fait Il y a une légèreté. Oui, c'est ça, il y a une légèreté à pousser en se disant que ça ne pèterait pas, mais on a aussi foutu la situation sous le tapis depuis plusieurs dizaines d'années en se disant ça va tenir comme ça entre ce statut intermédiaire qui n'est ni de l'indépendance ni vraiment rattaché à la France, parce que là-bas c'est pas l'euro, là-bas c'est pas les institutions françaises, et on s'est dit que ça tiendrait, et ça tient pas. Et ça tenait à ce processus aussi, et c'est ça qui a volé en éclats. Sous Macron, il y a une responsabilité vraiment de la légèreté avec laquelle ce dossier a été traité. Et là, on en est à... C'est toujours sur la liste des pays de l'ONU, la liste de l'ONU des pays, des territoires décolonisés. Il s'agirait d'organiser cette décolonisation. D'ailleurs, la France va peut-être se faire taper sur les doigts par les Nations Unies, c'est pas impossible. Et
certains commencent à appeler à un arbitrage de l'ONU. Parce que là, s'il s'agit d'arbitrer entre les forces en présence, avant, on se disait, on va faire ça à Matignon. Mais là, on voit bien qu'en fait, Matignon, là, il est jugé parti. Beauvau, c'est jugé parti. Donc, cet arbitrage ne peut pas avoir lieu. Donc, pourquoi ce ne serait pas à l'ONU qu'on essaie de trouver des arbitres, des juges de paix, quoi, vraiment. Mais des juges de paix, la paix, en fait, là, pas de justice, pas de paix, encore une fois. C'est-à-dire, ça pète parce que la situation est une situation d'injustice politique, économique et coloniale, évidemment. Sacha, tu parlais de poudrière. J'ai entendu un élu calédonien hier sur France Culture qui expliquait qu'il y a autant d'armes à feu par habitant en Nouvelle-Calédonie qu'aux États-Unis. C'est une particularité territoriale, il y a beaucoup d'armes à feu. Et c'est les Caldoches qui ont les armes, majoritairement. Oui, ça, c'est pas toujours dit d'ailleurs. Hein. D'accord. On dit, non, il y a des armes à feu. Je ne savais pas. Voilà, on dit il y a des armes à feu, il y a des armes à feu. Oui, qui c'est qui a des armes à feu? Parce qu'aujourd'hui, il y a des darons, Kanak, qui ont peur pour leurs gamins qui sont dehors, parce qu'en face, les colons, ils sont armés et ils ont la gâchette rapide, facile. Voilà. Je trouve qu'il y a un traitement médiatique de ces milices qui se forment qui est lunaire, c'est-à-dire on parle de milices citoyennes, on parle de gens qui ne sont pas armés, d'autodéfense. Et en fait, moi j'ai des potes qui habitent encore là-bas, qui côtoient des caldoches et qui me disent les caldoches ont foutu des mitraillettes sur les toits et ils sont prêts à allumer tout ce qui bouge. Donc, c'est terrible. Voilà, on n'est pas à l'abri d'un carnage en fait. On n'est clairement pas à l'abri d'un carnage. D'où l'état d'urgence qui a été déclenché aujourd'hui et peut-être qu'il y aura recours à des forces armées. Le Premier ministre Gabriel Attal a envoyé aujourd'hui 1000 représentants des forces de l'ordre supplémentaires sur le territoire. Mais en fait, dans le narratif, ce que les milices auto-organisées citoyennes disent d'elles-mêmes, c'est qu'elles viennent en appui, en soutien des forces de l'ordre. Donc en fait, la responsabilité de l'État, là, ça va aussi être de mettre au pas ces milices qui s'auto-organisent et qui potentiellement sont responsables là de la mort de déjà 2 ou 3 jeunes Kanaks, quoi. Donc je pense là, ce qui était important aussi dans tout le processus à partir des accords de Matignon, c'était ce rôle d'impartialité de l'État. Ouais. D'ailleurs, vous voyez des tags en ce moment en Nouvelle-Calédonie, en Kanaki, avec État partial, donc pas de paix. Et en fait, il y a vraiment ce sentiment que l'État les a lâchés, en fait. Déjà qu'il y a cette situation d'injustice sociale et de précarité que tu décrivais, Sacha, mais en plus, il y a le sentiment qu'ils n'ont même plus ils ont même plus personne en face d'eux pour défendre le peu qu'il leur reste, c'est-à-dire leur légitimité sur leur terre, d'avoir une citoyenneté qui leur permette d'avoir des pleins droits et d'avoir un peu leur mot à dire sur la destinée de la Nouvelle-Calédonie, quoi. C'est important de parler de cette neutralité de l'État qui, effectivement, a été au cœur de cette stratégie, de cet esprit des accords de Matignon de 1989, qui consistait à ce que les forces en présence échangent sous la coupe d'un État bienveillant qui les accompagne dans le dialogue de manière à mettre en place ce qu'ils appelaient un destin commun, un chemin ensemble. Bref, ça a permis 30 ans de paix. Là, on est à la fin de l'impartialité de l'État, effectivement. L'État n'est plus impartial, l'État soutient les forces coloniales en présence et ça pose des grosses questions et c'est très inquiétant. J'ai noté que dans la presse, il y a eu 3 anciens premiers ministres, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls et Édouard Philippe, qui ont pris la plume ensemble et qui ont co-signé un appel à ce que Matignon reprenne le dossier en main, à dessaisir le ministre de l'Intérieur dont tu parlais, Usul, pour que le dossier remonte là où il aurait dû rester, en fait, c'est-à-dire au sommet du pouvoir d'arbitrage qui est Matignon, qui est le Premier ministre, qui est la force qui doit permettre le dialogue. C'est là qu'ont été signés les accords de Matignon. C'est pas pour rien que ça s'appelle de Matignon, c'est que c'était vraiment sous la coupe du Premier ministre. À l'époque, c'était Michel Rocard. Et là, on compte sur la sagesse. Et là, on compte sur la sagesse de Gabriel Attal. Et donc se pose la question de est-ce qu'on atteint les limites de Gabriel Attal en tant que Premier ministre? Est-ce que Gabriel Attal a la carrure? On a atteint les limites de Gabriel Attal. Mais sur ce dossier-là, c'est particulièrement j'ai lu un bout de truc dans Le Monde où il disait il a un regard frais. C'est vrai qu'il connaît pas le dossier, en fait. Super. C'est ça. Voilà, il connaît. À la limite, tu peux partir de ça pour côté page blanche et on commence à travailler, mais faut tisser des liens. C'est des liens difficiles à tisser, ça prend du temps. C'est ce que tu disais tout à l'heure en parlant de la fragilité d'un processus de paix qui est extrêmement fragile. Michel Rocard, quand il se retrouve à gérer les accords de Matignon, mais lui, il a une vie de militantisme avant et il s'est engagé depuis les années 60 contre les guerres coloniales et contre la colonisation. Il s'était engagé pour la décolonisation de l'Algérie, etc. Donc il a une densité sur ces questions qui lui fait comprendre la gravité du truc. Et puis rappelons quand même ce qui s'est passé, la prise d'otage d'Ouvéa, 88. Plus de 20 morts, dont je sais plus 19 Kanaks, je crois. Des militants du FLNKS, ouais.
C'était une boucherie. Ça vient après une boucherie. C'est-à-dire que ça pète, et puis derrière, qu'est-ce qu'on fait ? Et Gabriel Attal, j'ai peur qu'il nous fasse ça péter encore plus, en fait. Et pour vous dire, une personne qui est citée parmi les personnes qui ont pas trop mal géré le truc, on a quand même Manuel Valls. Ouais. Donc là, ça veut dire qu'il faut encore plus de la merde que Manuel Valls, quand même. C'est la seule fois depuis des années que j'entends un rocardien, Manuel Valls. Manuel Valls, mais qui était un rocardien et qui était, il n'était pas à la manœuvre, mais il a préparé les discussions pour le premier référendum, celui de 2018. On le reçoit la semaine prochaine, Est-ce d'ailleurs. que Gabriel Et on Attal reçoit évidemment Manuel Valls la semaine prochaine. Est-ce que Gabriel Attal était né en 88 ? Oui. Il est né la même année que moi, donc en 1988. Donc, mais je pense que ça, en fait, cet épisode, il dit aussi quelque chose de la spécificité de la Macronie, qui est effectivement une génération politique sans cette densité, sans en fait cette construction militante, ce lien avec les grandes familles politiques historiques, qui du coup se transmettaient des héritages en termes de comment on gère ce genre de situation, comment on a une culture de gouvernement qui permet la gestion de crise. Et là, du coup, de plus en plus, à mesure que les crises se succèdent et sont générées par ce mode de gouvernement, en fait, il n'y a plus que la sécurité, l'ordre. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit clairement en ce moment dans la Macronie, c'est ce tournant de l'autorité, de l'ordre, qui devient une espèce de seule boussole qui leur reste, parce qu'ils n'ont plus de quoi parler des causes des crises. Avec une de criminalisation de la parole de l'opposition qui est jugée responsable d'appeler au désordre, d'appeler à l'émeute, d'appeler au meurtre de gendarmes, etc. Très sincèrement, je pense qu'ils ne gouvernent plus au sens plein de ce terme. Ils gèrent des crises, ils matent des crises, ils matent des mouvements, mais ils ne gouvernent plus. Ils les anticipent pas, ils naviguent à vue. C'est un cabinet de conseil. C'est ça, c'est McKinsey, quoi. Non, ils font des PowerPoint et ils gèrent des crises. C'est quand même assez spectaculaire, et c'est vrai que c'est une erreur et une faute grave pour ce gouvernement que d'avoir foutu en l'air 30 ans de paix, quoi. 30 ans d'un dialogue qui avait été tissé, d'une confiance avec les acteurs qui part en live. Et là, en plus en quelques jours. En plus, c'était très particulier parce que le gouvernement a voulu accélérer rapidement sur la réforme de la Constitution, parce qu'il faut changer la Constitution pour faire entrer cette réforme ce dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Le gouvernement a justifié de l'urgence, a dit que c'était urgent, qu'il fallait le faire vite, etc. Donc c'est en train de péter. Et là, il faut le Congrès. Et là, du coup, justement, il a annoncé, Emmanuel Macron, qu'il n'allait pas convoquer le Congrès dans une volonté d'appel au calme. Alors figure-toi que c'était pas urgent en fait. Quelques jours. Genre, faudrait savoir. Oui, mais au début, le discours d'Emmanuel Macron, c'était la loi est passée à l'Assemblée nationale, vous vous débrouillez entre vous, entre indépendantistes et loyalistes, pour trouver une solution. En 3 jours. Sinon, quoi qu'il arrive, le texte sera entériné et je ferai appel au Congrès. Donc Emmanuel Macron est revenu un peu sur sa position initiale, mais la position initiale était quand même vous vous démerdez, nous on a voté, c'est entre vous. Et alors, truc très important à dire, tu l'as très bien dit, effectivement, démerdez-vous. Si jamais vous n'arrivez pas à un accord, le texte sera entériné. Le texte est dans l'intérêt de qui ? Il est dans l'intérêt des Caldoches. Du coup, les Caldoches n'ont pas intérêt à ce que les négociations aboutissent. Comme par hasard. C'est comme dans les négociations patronales et salariales. C'est à peu près souvent la même chose. C'est à partir du moment où le gouvernement sort le bâton en menaçant d'un truc qui arrange qu'une des deux parties, et les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord parce qu'une des deux joue pas le jeu. C'est normal. Il y a des gens dans le chat qui parlent de l'Azerbaïdjan, qui est... ça a été évoqué par Darmanin, notamment... Déstabilisation. Exactement. Gérald Darmanin accuse l'Azerbaïdjan de s'être rapproché d'un des groupes indépendantistes et de faire monter la sauce auprès d'un des groupes indépendantistes, parce que l'Azerbaïdjan en veut à la France sur sa position sur l'Arménie. Si j'ai bien tout compris, et pour le dire dans les grandes lignes, en gros, voilà. Et c'est pour ça que Gérald Darmanin a évoqué ce sujet de l'Azerbaïdjan en ingérence étrangère et a dit que c'était aussi une des causes de l'éclatement de cette, je ne sais pas si on veut dire guerre civile, mais de cette révolution, de ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, en fait. Et évidemment que les gens qui ont intérêt à déstabiliser la France, alors chez nous par exemple la Russie, voilà, ils savent où appuyer. Par exemple en Afrique, tu vas les voir et tu leur dis, vous voyez les Français là, ils ont encore un rapport néocolonial avec vous. Et oui, c'est vrai. Donc eux, ils ont qu'à arriver derrière et dire, d'appuyer là où on est nul, là où on est abject en fait même. Ils appuient là, ils ont qu'à faire ça. Là évidemment que c'est un peu pareil, d'autant plus que là c'est une zone qui intéresse plus la Chine aussi d'ailleurs. Donc alors on va couper TikTok, voilà, ça va être la solution, on va couper TikTok.
Si, c'est ce qu'il a dit. Il y a un truc important à dire sur la Nouvelle-Calédonie aussi, c'est l'importance que revêt ce territoire pour le gouvernement dans la stratégie du Pacifique. La France est présente dans le Pacifique et essentiellement via la Nouvelle-Calédonie en réalité. Vous vous rappelez, on avait parlé sur Backseat de ce contrat sur des sous-marins avec l'Australie qui a volé en éclats. Ça a été un coup dur pour la présence française dans le Pacifique parce que c'était un accord quand même solide avec un acteur majeur. L'Australie avec des sous-marins, c'est des contrats sur quand même plusieurs décennies, donc c'était assez solide. Il ne reste presque plus que la Nouvelle-Calédonie en réalité. Qu'est-ce qu'on a comme allié dans le territoire ? Qu'est-ce qu'on a comme dans le territoire, dans la zone ? Qu'est-ce qu'on a comme espace où atterrir ? En fait, il reste la Nouvelle-Calédonie. Donc il y a aussi un enjeu pour le gouvernement français d'une présence géopolitique dans le Pacifique, d'une présence sur des ressources rares, notamment le nickel, puisque le territoire calédonien est riche en nickel. Et donc voilà, il y a aussi un truc à garder en tête dans ce pourquoi est-ce que le gouvernement veut rusher. Pourquoi on n'a pas lâché la Nouvelle-Calédonie ? Parce qu'en fait, on y a des intérêts économiques, militaires, géostratégiques dans la zone Pacifique. Ouais, apparemment, c'est 30% des réserves mondiales de nickel qui sont là-bas. On a quand même un problème, c'est-à-dire que ça rend pas non plus les gens riches parce que à produire, nous, c'est plus cher que ne le font les Chinois. Donc, c'est-à-dire sur le marché, on n'est pas non plus forcément les plus compétitifs. Et puis en plus, là, le cours du nickel est pas ouf. Donc ça rend pas non plus tout le monde riche. Puis de toute façon, ça rend pas les Kanaks forcément riches non plus. Non, et puis nous non plus, puisque la France ne cesse d'injecter de l'argent dans les industries de nickel en Calédonie pour les remettre à flot, parce que sinon, ça n'existerait plus depuis longtemps. Mais bon, il y a les côtes, tout ça, c'est quand même important, les kilomètres de côtes. Et il y a effectivement quelqu'un dans le chat qui dit que les citoyens français là-bas veulent rester français. Oui, bien sûr, les Caldoches et des Solon de Colomb, évidemment qu'ils souhaitent rester français, bien sûr. Bien sûr. Après, c'est arrivé que, je pense en Afrique australe, je pense en Algérie française, où à un moment, il a fallu dire, cette société-là, cette société coloniale, il faut la démanteler. Ouais. Donc, il y a peut-être des gens qui vont devoir partir, ouais. C'est pas improbable. En tout cas, il va falloir changer cet ordre économique d'abord, parce que l'ordre colonial est un ordre politique et un ordre économique. Donc, il va falloir bouleverser ça. C'est ça, la décolonisation. Est-ce que des gens doivent partir ? Peut-être. Est-ce que des gens, en tout cas, doivent socialiser ? La solution, c'est le socialisme, de toute façon. On l'avait bien compris. Oui, c'était pas quelques familles qui gardent tout, et puis on est héritier, et puis le seul destin pour une fille de bonne, ça va être d'être bonne elle-même. Ouais, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut comprendre à quel point la question du corps électoral était centrale. C'est-à-dire que la spécificité de la Kanaki ou Nouvelle-Calédonie, c'est d'être une colonie de peuplement où, contrairement à l'Algérie française, où il y avait encore il y avait une minorité de Français et une majorité d'Algériens. Là, il y a 40% de Kanaks, 60%. Ouais. Donc, en fait, le seul horizon possible, c'était celui d'une décolonisation pacifique qui prendrait son temps, où on trouverait un accord qui permettrait de donner des droits spécifiques aux Kanaks du fait que c'est le peuple autochtone, mais d'organiser la présence. Mais là, le problème, c'est que avec cette explosion, avec la situation qu'on a sous les yeux maintenant, le risque, c'est que le parti pris, ce soit de dire en fait, on va pousser jusqu'au bout et minoriser encore plus les Kanaks. Et le seul horizon possible pour les Kanaks, ce sera une extinction de leurs droits spécifiques. Et à terme, peut-être, ils vont devenir ultra minoritaires politiquement et ils seront plus que une espèce de périphérie, là où ils sont le peuple autochtone et c'est leur pays. Puis il y a une question de laquelle qu'on n'ose jamais prononcer. Il y a peut-être même carrément des réparations à imaginer, dont on en parlait pour les réparations. Ben oui, des réparations peut-être. Réparer le tissu social, ça peut peut-être aussi être réparé. Mais c'est intéressant comme exercice intellectuel, effectivement, d'essayer d'imaginer un monde de possibles. Là, on a l'impression que seule la répression compte pour le gouvernement, que les fils du dialogue sont extrêmement ténus et que c'est Emmanuel Macron tout seul avec son portable qui appelle les uns puis les autres. Ça, c'est pas un processus. Il va falloir mettre en place quelque chose et il faut imaginer un nouveau processus de Matignon. Il faut imaginer qu'un nouveau dialogue se mette en place entre les forces politiques en présence, que ça prenne du temps, que ce soit délicat, que toutes les revendications ne soient pas satisfaites de tous les côtés. Et on peut imaginer que la Nouvelle-Calédonie, un jour, devienne indépendante et son propre gouvernement de coalition, avec des forces qui viennent des Kanaks et qui viennent aussi des autres populations, avec un partenariat privilégié avec la France s'il s'agit de continuer à faire de l'économie. Il y a un imaginaire aussi à avoir de ce que peut devenir une Nouvelle-Calédonie indépendante. Et oui, tu as raison, parler de réparation, parler de ces choses-là, c'est ça une décolonisation. On est dans un processus de décolonisation en Nouvelle-Calédonie.
qui est interrompu depuis là quelques semaines, quelques années. Et qui était en effet assez unique au monde, qui aurait pu être quelque chose de réussi. Ouais, mais qui peut toujours l'être. Enfin, moi, je vois pas, pour la suite, je vois pas à quoi d'autre on peut se raccrocher que une remise autour de la table des négociations des parties prenantes, avec un interlocuteur venant de l'État ou peut-être l'ONU qui puisse faire en sorte qu'il y ait une impartialité, et puis de rouvrir une phase à long terme où on remet toutes ces questions de justice, d'ordre économique, de droit au cœur des négociations, et qu'on essaye d'apaiser les choses. Je vois pas à quoi d'autre on peut se raccrocher actuellement. Faut voir en tout cas ce qui va être fait dans les prochains jours, dans les prochaines semaines par Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Et dernier petit point, je pense que c'est quelque chose dont la jeunesse là, qui est en train de se mobiliser sur la Palestine peut s'emparer aussi. Ça peut être aussi, à mon avis, les drapeaux kanaks vont être à côté des drapeaux palestiniens assez vite dans les facs, parce que là, ce qui est en train de se passer est en train de parler à une jeunesse qui est en train de se politiser, qui est en train de se politiser sur des questions coloniales, et qui, à mon avis, est disponible pour penser cette question. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement. À suivre, en tout cas, les prochains développements dans la situation en Nouvelle-Calédonie, Kanaki. Autre sujet dont on voulait parler cette semaine, pas des plus joyeux lui non plus, l'extrême droite qui manifeste dans les rues. C'était le samedi 11 mai, on a quelques images. Une manifestation de 850 manifestants d'extrême droite à Paris, appelée le Comité du 9M. Voilà, vous voyez ces images absolument terribles de militants littéralement néo-nazis. Ce sont des gens du GUD, donc le groupement Union Défense, ce syndicat étudiant entre guillemets d'extrême droite historique parisien. Et d'autres militants qui sont venus à Paris dans une manifestation donc absolument sordide où ils ont scandé des slogans racistes comme d'habitude. Et c'est terrible que je dise comme d'habitude en réalité parce qu'on est en train de s'y habituer. C'était un peu le point où je voulais en venir. Particularité de cette manifestation, elle avait été interdite par la préfecture de police de Paris qui avait interdit les manifestations pour des risques de troubles à l'ordre public. Et cette interdiction par le préfet a été annulée par la justice qui a autorisé la manifestation qui était donc légale. Qu'est-ce qu'on peut avoir à dire ? Je vous rappelle que l'année dernière, même date, on en avait parlé sur Backseat de cette mobilisation, de cette manifestation d'extrême droite, parce que c'est en train de devenir tous les ans, c'est ça ? Il va falloir qu'on s'habitue à ça ? C'est déjà tous les ans depuis 30 ans. Hein. Ah ouais ? Mais pour l'instant, il y avait, pour l'instant, il y avait pas eu, ça n'avait pas nécessairement beaucoup intéressé les médias jusque-là aussi. Tout le monde le savait. En fait, c'est un groupe. C'est les nationalistes révolutionnaires. Tu parlais du GUD. Voilà, petit point. Les NR, comme ils s'appellent entre eux, c'est déjà une sous-branche de l'extrême droite, si vous voulez. Il n'y a pas nécessairement. Il y a d'autres branches, les royalistes ou je sais pas, des souverainistes d'autres obédiences. Eux, c'est les nationalistes révolutionnaires. Comprenez les néo-nazis. C'est les néo-nazis, c'est ceux qui pensent, vous voyez, par exemple, niveau religion, ils sont pas plus, niveau, vous voyez, la place du catholicisme, par exemple, qui est très importante chez des gens de l'Action française, eux, ils vont être dans des trucs plus paganistes. Plus néo-païens, ouais. Voilà, plus néo-païens, etc. Donc c'est une branche de l'extrême droite en particulier, mais c'est celle qui fait souvent parler d'elle dans la rue. C'est vraiment les crânes rasés, c'est vraiment le GUD, c'est vraiment Serge Ayoub, vous voyez, toute cette branche-là, ceux qui ont tué Clément Méric, hein, c'est ces gens-là. Ouais. Et oui, ils sont très visibles, ils sont très spectaculaires aussi. Ils veulent être très spectaculaires, cette espèce de manifestation en rang, on est quasiment au pas. Et vous savez à quel point en Europe, vu l'histoire qu'on a, les défilés au pas dans les rues, ça dit quelque chose de gravissime. Ils sont quasiment au pas, en tout cas ils sont bien rangés, bien organisés, très virils, très menaçants aussi envers les journalistes, envers les personnes présentes, quelques personnes sur les trottoirs qui réagissent. Là ils sont tenus, parce qu'ils comparé à l'année dernière. Oui, on a l'année dernière en plus il y avait Frédéric Chatillon, c'était lequel des... Il y avait les deux, non ? C'était Serge Ayoub et... Non, Lousteau peut-être. Là, c'était Lousteau qui avait été identifié dans la manif. Donc Lousteau, qui est un proche de Marine Le Pen, qui avait été identifié dans cette manif-là. Ouais. Et en effet, ils étaient fébriles avec la presse l'année dernière. Cette année, calme, très très calme. Hein. Extrêmement calme. Ils ont dû effectivement retenir la leçon de l'année dernière. L'année dernière, ils avaient menacé un photographe de Mediapart aussi qui était venu sur le plateau de Backseat nous expliquer ça. Vous pourrez retrouver le replay de cette émission sur la chaîne YouTube. C'est assez spectaculaire. En plus, il y a une espèce de paradoxe absurde dans cette manifestation où ils veulent être visibles, se montrer, mais ils sont très nombreux à être cagoulés, à être masqués. Ce qui, je le rappelle, est censé être interdit. C'est ce que j'allais dire, c'est un motif... C'est
ce truc, enfin voilà, quand les mecs de gauche le font, c'est absolument intolérable. Nous, ça passe pas. Non, ça passe pas. Quand les mecs d'extrême droite le font, ouais, non, mais c'est normal, ça fait partie du folklore. Je trouve ça absolument dingue quand on a des mecs cagoulés qui manifestent dans Paris. T'es en mode, les gars, il y a littéralement une loi qui interdit ça, quoi. Je pense que ce qu'ils recherchent spécifiquement, c'est précisément cet aspect un peu spectaculaire, au sens où c'est une mise en scène, en fait. C'est une mise en scène qui incarne les valeurs d'ordre, de virilité, de force que ce mouvement colporte aussi. Donc je pense que c'est pas incompatible, ce truc de ne pas être identifié. Faire vraiment une mise en scène du groupe ordonné qui marche en rang, etc. Parce qu'ils veulent une présence dans les rues de Paris de ce qu'ils considèrent être l'incarnation de ce qui vient. C'est ça qui est effrayant, en fait. C'est que vu le contexte de montée de l'extrême droite, en fait, c'est pas dit que demain, il n'y ait pas plus de ce genre de manifestation et que ce genre de présence dans nos rues soit massifié, en fait. Donc je pense que le sens de cette manifestation, c'est effectivement pas de montrer un engagement en tant que citoyen ni rien. C'est vraiment la force du groupe organisé qui doit incarner ce que eux veulent faire advenir. Je pense qu'il faut l'interpréter comme ça, avec aussi beaucoup de symboles et une espèce de démonstration. C'est une démonstration de force plus qu'une manifestation, au sens où ça devrait être des mises en scène fascistes. Bien sûr. C'est très mise en scène fasciste. On a des images d'ailleurs de l'Italie. Et Claire, je crois que tu voulais les commenter. Ouais. En fait, c'est Milan, il me semble, où il y a eu les images qu'on voit là à l'écran. Donc, des centaines, voire des milliers de militants nazis, parce qu'il y a eu des saluts, des saluts fascistes et nazis à ce moment-là. Et donc, ça se passe dans une Italie où l'extrême droite est au pouvoir. Et on a beaucoup ce discours de, en fait, non, c'est une extrême droite respectable, lisse. En fait, elle permet ça. En fait, c'est ça que les deux sont complémentaires. Les deux font partie d'une seule et même dynamique. C'est-à-dire que la présence d'une extrême droite, même en costume, en cravate, au cœur des institutions, permet la diffusion et la présence dans les rues de fachos qui sont aussi ceux qui font des ratonnades à Lyon. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes individus. On a tous, je pense, regardé ce documentaire de BFM qui est très bien sur ce qui se passe actuellement autour des traboules, de la traboule à Lyon. Je regarde du Sud parce que c'est lui le Oui, c'est pas l'expert. La traboule, l'association s'appelle Les Remparts. Oui, BFM a fait un truc lundi, un long format d'1 heure quasiment, ça s'appelle Ligne rouge, infiltré dans l'extrême droite, machin. Il y a une bonne partie qui se passe à Lyon. Or, mais vous n'êtes pas tombé de votre chaise parce que c'est tout ce que je vous raconte depuis des années. Puis j'étais allé raconter ça aussi assez ce soir. Ouais. À côté, je leur disais, c'est de la jeunesse bourgeoise qui s'encanaille, machin, et qui fait des ratonnades. Et à peine je disais jeunesse bourgeoise, en face, ils me disaient « Oh, ça va, bourgeois, pourquoi bourgeois ?» Mais pas forcément. Là, c'est bien parce que c'est d'autres gens, ils l'ont dit dans le documentaire. C'est pas que moi qui dis que c'est de la jeune bourgeoisie lyonnaise. C'est dit dans le docu. Moi, ça me fait du bien. J'ai l'impression d'être moins fou de voir que, oui, il y a des journalistes, ils ont travaillé sur le truc, ils sont tombés sur tout ça. C'est affolant. C'est à peu près 500 personnes dans Lyon qui fréquentent ce lieu associatif qui est un bar avec une salle de boxe en dessous et où ça part. En 4 mois d'enquête, ils ont pu documenter 4 agressions des gens qui sont membres de cet asso, dans laquelle il faut rentrer. C'est pas évident pour y rentrer. Il faut donner sa carte d'identité. Il faut montrer patte blanche, évidemment. Ça va de soi. Et c'est très très bien documenté. C'est assez bien raconté. J'ai vu que sur Internet, ça chipotait. Ouais, ils disent ultra-droite, alors qu'il faudrait dire extrême-droite. Oui, évidemment. Mais déjà, c'est un bon docu, c'est un truc qui vaut le coup d'œil. Voilà, déjà, si les gens faisaient ce travail-là de temps en temps, on peut pas... comme tu l'as très bien dit, c'est corrélé. Il n'y a pas une montée de l'extrême-droite dans le pays sans une montée des radicalités d'extrême-droite, des jeunes là qui veulent vraiment en découdre, qui se sentent fondés à le faire. Quand on légitime la notion de grand remplacement, comme l'a fait Valérie Pécresse, comme l'a fait Éric Ciotti, c'est-à-dire que ça dépasse le RN, ça. La notion de grand remplacement, c'est une question raciale qu'on met au cœur du débat. Remplacé par qui, comment, machin. Une biologisation du débat, complètement. C'est pas culturel, là, vous êtes en train de parler de blanc, remplacé par... C'est de ça dont vous parlez. Évidemment, derrière, t'en as qui disent, allons au bout. Eux, ils se vivent comme vraiment des gens qui vont radicaliser. Ils trouvent que Marine Le Pen est trop molle, des gens comme ça. Il y a un truc intéressant aussi. Mais ils sont sur la même logique, juste ils disent là ils vont plus loin, ils vont sur la pureté du sang, le métier. Évidemment, c'est des nazis. Voilà.
Il y a un truc qui a quasiment disparu du paysage suite à la dissolution de Génération Identitaire, c'était cet aspect un peu start-up qu'avait une partie de l'extrême droite à un moment avec les jeunesses identitaires, quand ils faisaient leurs opérations, là, des opérations très visuelles, très, je retrouve pas le mot, mais des opérations coup de poing très visibles sur les réseaux sociaux, sur des mosquées, sur des chantiers, dans les Alpes là, pour bloquer les migrants, il y avait même des hélicoptères, etc. C'était un truc assez spectaculaire, et j'ai l'impression qu'il y a eu un coup d'arrêt à ce truc-là du côté de l'extrême droite, et que là on est un retour à ce qu'on a vu là dans la rue, c'est-à-dire une extrême droite qui cherche même plus à être gentille, quoi, qui fait même plus semblant, qui est néo-nazi, quoi, qui est là avec ses drapeaux et la question, c'est les dissolutions. C'est ça qui les a emmerdés. Dissolution et procès, parce que l'opération dont tu parles avec les hélicoptères dans les Alpes. Il y a eu un procès. Defend Europe, il y a eu un procès parce qu'ils se sont en fait ils ont rempli une mission de service public en fait quelque part. Si tu veux, ils ont fait un boulot de flic et ils n'ont pas le droit. Usurpation de ils ont contrôlé des identités et tout. Oui, on t'a pas demandé de faire ça. Puis c'est interdit en fait de faire ça. Tu vas pas faire des contrôles de toi-même des migrants qui passent les. Bon, bref. Donc du coup, ils ont eu des problèmes judiciaires et puis ensuite il y a eu des dissolutions. Mais ça fait que le fond, le résultat des dissolutions, c'est que maintenant ils sont plein de petits groupes éclatés. Voilà. Bon, ils sont plus difficiles à suivre. C'est pour ça que certains disent que la manif a été autorisée samedi dernier. C'est que là au moins on les a tous sur la photo. Pour les services de renseignement qui regardent de près ce qu'ils font, parce que c'est des gens dont il faut parfois déjouer des attentats. Il y en a qui veulent cramer des mosquées, tuer des mecs. Pourquoi pas tuer le président? C'est des trucs. Maxime Brunerie, pour ceux qui sont vieux, ils se souviennent que tentative d'assassinat de Jacques Chirac. Un de ces mecs-là a essayé de buter Chirac. Il a fait de la prison. Maintenant, il est ressorti. Il fait des conférences avec eux. Et Maxime Brunerie, il s'appelle celui-là. Et voilà, faut les suivre, faut documenter un peu ce qu'ils font. Et la police a peut-être eu besoin que là, enfin, ils étaient tous sur on pouvait les photographier, on pouvait les ficher, qui est là, qui est pas là. Il y en a un certain nombre qui sont d'ailleurs fichés, évidemment. Donc voilà, les dissolutions n'ont pas eu un grand effet, si ce n'est éclater un peu le mouvement. Donc, ce qui a un de l'effet, par contre, c'est de fermer les lieux. Ça, on n'arrête pas de le dire à Lyon, ça fait 10 ans qu'on le dit. Voilà. Chose intéressante aussi à noter, je vous ai dit tout à l'heure que la manifestation avait été interdite d'abord, puis que la justice l'avait autorisée. Il faut des avocats pour ça. Il faut les associations utilisent des avocats pour aller en justice et demander de casser l'arrêté d'interdiction. Il y a quelques années, l'avocate qui avait rendu possible cette manifestation, la même, c'était Marine Le Pen. Bah tiens. Voilà, Marine Le Pen, avocate, pas avocate de n'importe qui, avocate de milieu d'extrême droite violent, qui avait esté en justice en leur nom. Je comprends pas, je crois qu'il était pas raciste. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que l'année dernière, après cette même manif d'il y a un an, Gérald Darmanin avait demandé au préfet d'annuler maintenant systématiquement toutes les manifestations d'ultra-droite ou de militants d'extrême droite, d'associations d'extrême droite, de collectifs d'extrême droite, en sachant pertinemment que ce serait rétoqué par le tribunal administratif dans la foulée. On a un peu l'impression que ça a été, je vous donne un morceau de doigt, pour la lutte contre l'extrême droite et ces manifs-là. Mais a priori, le gouvernement fait pas beaucoup plus pour les arrêter. Enfin, la directive de Darmanin, on savait pertinemment quand il l'a donnée qu'elle ne serait jamais appliquée. C'était l'histoire qu'il n'y ait pas de deux poids, deux mesures trop visibles, quoi, mais bon. Donc, par contre, encore une fois, les manifestants de gauche qui sont cagoulés, on les arrête, et ceux de cette semaine, j'ai pas eu l'impression qu'il y ait... Claire ? Ce que montre le documentaire assez bien aussi, c'est qu'il y a quand même un travail des services antiterroristes qui suivent à la trace certains profils, etc. Donc, il n'y a pas une absence totale. Mais moi, je pense que ce qui a d'autant plus frappé avec la tenue de cette manifestation, c'est que ça vient dans un contexte de répression des libertés citoyennes et des libertés de manifester assez générales. On a eu des interdictions de rassemblement en faveur de la cause palestinienne. On a eu des interdictions de rassemblement politique alors qu'on est dans une campagne électorale. Donc il y a quand même une question qui se pose sur, en fait, c'est quoi le critère, en fait, et trouble à l'ordre public, liberté, comment tout ça pèse dans la balance et comment tout ça aussi influe sur la jurisprudence qui dans l'espace de quelques semaines, ne permet pas un rassemblement pour dénoncer le génocide à Gaza, mais permet des rassemblements néo-nazis. Et je voulais juste ajouter un truc sur le processus des dissolutions, et je pense que ce que ça provoque, c'est que forcément, ça change un peu leur stratégie. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de division des tâches, en fait, au sein de cette espèce de fachosphère. Il y a le RN qui va porter ça dans les institutions, et puis il y a ces petits groupes qui
qui se donnent une façade associative, qui du coup peuvent louer des espaces, etc. Mais ce sont les mêmes personnes qui se regroupent pour aller faire des ratonnades sous un nom de collectif très informel, etc. Oui, le Guignol Squad. Exactement, Ouais. voilà. Et du coup, c'est un peu, il y a des espèces de recoupements entre les groupes, et tout ça communique et met sur différents plans, ce qui leur permet de se protéger aussi juridiquement. Et tu as vu aussi qu'ils leur disent de lire des livres. Ouais. Parce qu'il y a un certain nombre d'entre eux qui, alors, ils leur disent lisez Dominique Vénère. Bon. Et Ouais, non. Vous forcez pas. Va finir assistant parlementaire RN, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette communication-là. Donc, Ah mais c'est ça, on l'avait déjà analysé Ouais. sur ce plateau, c'est que l'extrême droite arrivait en nombre à l'Assemblée nationale avec une stratégie de la cravate, comme on dit, donc de bien C'est les paraître mêmes. et de jouer le jeu et de déposer des amendements. C'est aussi une opportunité pour le RN de former une génération entière de cadres, de jeunes qui sont à plein temps au Rassemblement national, en jeunes, parce que c'est souvent des jeunes qui sont assistants parlementaires, mais vous savez, la formation d'assistant parlementaire, c'est une formation politique importante. C'est un truc qui ensuite c'est des graines que vous semez et qui vont durer ensuite des décennies. Combien d'anciens assistants parlementaires ont continué ensuite à faire de la politique, sont devenus élus, sont devenus des cadres partisans, des cadres militants. Donc il y a quelque chose effectivement d'une extrême droite qui est en train de s'ancrer dans les institutions et qui bénéficie des institutions pour ça, qui a du financement parce qu'ils font des bons scores aux élections, donc ils ont du pognon qui leur permet de payer des permanents, et en plus de ça, ils ont des assistants parlementaires qu'ils forment. oui. Voilà. Hein. Et puis, non, mais les images d'Italie nous faisaient penser aussi aux images des États-Unis, de Charlottesville, qu'on a vu aussi. C'est-à-dire que, en effet, le monde occidental est en train d'être travaillé par ces vieux démons là, très très sévèrement. C'est-à-dire, on se demande, dans cette volonté là de dominer à tout prix, de garder, de retrouver, voir notre gloire d'antan, on est en train de renouer avec ça, quoi, avec le racisme, avec la brutalité de l'Occident colonial, quoi. Et je veux dire, la violence coloniale de là-bas, son miroir, c'est la violence raciste ici aussi. Hein. Oui, bien sûr, Pareil, bien sûr. tout ça, c'est lié. C'est le revers de la médaille. Donc effectivement, voilà, là vous voyez encore une fois ces images venues d'Italie avec ce salut fasciste dans ces manifestations qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Et donc voilà, un autre sujet qu'on voulait aborder dans ces sujets d'actu, désolé, je passe du coq à l'âne, un petit point sur les européennes, dis donc, où est-ce qu'on en est? Les élections européennes auront lieu le 9 juin prochain, je vous le rappelle. Le début de la campagne officielle, c'est le 27 mai. La date limite pour le dépôt des listes, c'est 17 mai, c'est demain. Donc dépêchez-vous, à mon avis, il y a des derniers coups de fil qui sont en train d'être passés sur la composition des listes, parce que c'est très politique, c'est très subtil, les négociations pour composer les listes. T'as été appelé, Jean, ou pas? Non, j'étais sur répondeur. Donc je sais pas si j'ai été appelé ou pas. T'as été appelé, toi? Non. Ah non. Il y a l'installation d'un duel entre l'extrême droite et Renaissance qui va être matérialisé dans un débat à la télévision sur France 2, Gabriel Attal contre Jordan Bardella. Ce sera le 23 mai. France 2, le service public qui est au service d'une confrontation cousue de fil blanc, en fait, voulue de part et d'autre, parce que c'est exactement ça. Gabriel Attal a été nommé à Matignon comme l'anti-Bardella, celui qui devait redonner du peps à la campagne de Valérie Ayé. J'ai pas l'impression qu'il y soit arrivé. Attal ? Ouais, Attal. La campagne de Valérie Ayé, elle est pas dingue, on est d'accord. Catastrophique. Non. Ouais, c'est une catastrophe. Bah oui, ça imprime pas. Hein. Non, ça marche pas. Ça marche pas, ça marche pas. jamais. La dernière fois, c'était Nathalie Loiseau. Qu'est-ce que ça veut dire aussi de la vision de la Macronie de ces élections européennes d'envoyer Gabriel Attal débattre face à Jordan Bardella dans le cadre des élections européennes? C'est comme quand Emmanuel Macron débarque en plein milieu d'un meeting de Haye et l'éclipse totalement. Quelle considération on donne à sa tête de liste sur cette élection? Pourquoi c'est pas elle qui va débattre? Ça veut dire que même la Macronie semble visiblement pas lui faire énormément confiance pour Elle a déjà fait un débat avec Bardella. Oui, mais elle en a déjà fait un où ils étaient pleins. Ils étaient Ouais, ils en ont fait un tous les deux. Apparemment, elle s'est fait rincer. Ah ouais? Elle était meilleure que lui? Bah, en même temps, moi je l'ai pas regardé, j'avais la flemme. Valérie Ayé, Jordan Bardella. Bardella, il va pas non plus beaucoup au Parlement européen, donc autant qu'il débatte avec Attal, ça changera pas grand-chose. C'était attendu, cette manière de nationaliser déjà la question des européennes et d'en faire un énième truc où en fait on va opposer la Macronie et l'extrême droite, alors que ce narratif-là ne tient plus parce que ça fait très longtemps que la Macronie a
campe déjà sur des terres et dans des narratifs et dans des discours qui sont pleinement celui de l'extrême droite. Donc en fait, c'est presque, on pourrait presque se faire le film de ce qu'ils vont se dire par avance, quoi, parce que tout ça est devenu assez artificiel dans un moment où cette porosité est en fait beaucoup trop avancée pour qu'on puisse encore remettre en scène une opposition qui serait structurante du paysage politique actuel, en fait. C'est pas ça qui se passe. Et le mettre en scène ainsi, c'est juste... c'est asseoir le récit médiatique et politique dominant qui arrange très bien et l'extrême droite et la Macronie. Mais il y a d'autres lignes de fracture qui existent et qui, en fait, je pense, sont beaucoup plus intéressantes pour ce qui va se passer par la suite en termes de C'est tellement confortable. de politique ici. Et ça fait passer un message catastrophique qui est que la seule opposition valable à la Macronie en ce moment, c'est l'extrême droite. C'est la seule opposition, acceptable, la seule face à laquelle on peut débattre, c'est-à-dire que les autres, soit c'est des ploucs, soit on ne veut pas débattre face avec eux, on ne sait pas pourquoi. Enfin, je trouve que le message, il est catastrophique. Ouais, les choses auraient peut-être été différentes si on avait eu une liste d'union à gauche. Ah oui, c'est vrai, je me souviens. On en avait parlé sur ce plateau, je crois, plus d'une fois. Non, mais oui, parce que tout à l'heure, quand on avait la vidéo de la manif de Milan, c'était un tweet de Marine Tondelier qui déplorait la situation, qui disait « Mais mon Dieu, catastrophe, regardez, il faut aller voter le 9 juin ». Ce qui, pour un électeur de gauche qui a envie de dire non à ça, bah, c'est pas clair. Il y a quand même quelques listes à gauche. Et il y avait la réponse de Stefano Palombarini juste en dessous qui dit exactement ça. Qui dit, si on avait une liste de la gauche unie à 30%, on serait invité au débat. Ce serait beaucoup plus difficile de légitimer le fait qu'il n'y a personne de gauche ou vaguement de gauche autour de la table. Est-ce que Glucksmann a réussi à faire son trou dans cette élection ? C'est le chouchou des médias, ça c'est certain. De la CIA aussi. De la CIA. Non, mais Glucksmann, est-ce que c'est l'autre surprise de cette élection européenne, de cette campagne ? Mais non, il nous l'avait déjà sorti la dernière fois, c'est pas une surprise. La dernière fois, il était aussi saucé par les médias. Non, mais Acrimed a travaillé sur sur le traitement médiatique de Glucksmann. Le nombre de une. C'est une dinguerie, le nombre de une. Ah ouais, il y en a 11, je crois. 11. Il n'était pas juste derrière l'extrême droite ? Peut-être. Il est battu que par Bardella. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. Donc il y a un matraquage médiatique. Évidemment, c'est-à-dire sociologiquement, les journalistes parisiens de gauche, un peu bobo, etc. Eux, c'est leur candidat, ça leur va très bien. Glucksmann, c'est plus modéré, c'est très bien. Alors là, vas-y, voilà, un grand entretien dans l'Obs, dans Télérama, dans tout ce que tu veux, dans l'IB. Non, parlons même pas. L'IB, ils ont fait une. Ouais. Voilà, évidemment. Et puis de toute façon, les Insoumis, oh là là, les Insoumis, voilà. Bon, donc du coup, non, ça marche de ouf. Le produit, il est parfait. L'autre, il est là, il fait le bon élève. Ouais, il bosse bien, ouais. Jamais très brillant, mais jamais trop raté non plus. Là, vous avez vu ses positions sur la Nouvelle-Calédonie ? Bah non, il est pour le dialogue. Oh, il faut rétablir l'ordre républicain, et puis ensuite faut parler. Un dialogue. Il faut retrouver l'esprit de Matignon. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand il regarde Backseat, c'est bien. Non, tout à l'heure, on a eu une analyse sur le fait colonial, tu vois. Oui, c'est vrai. Dont il nous a dispensé. Voilà, il l'a oublié, celui-là. Ou dont il s'est dispensé. Mais bon. Voilà, Glucksmann. Attends, je voulais pas parler de Glucksmann. Je voulais parler de la France Insoumise. Je vais parler de l'union de la gauche. De la NUPES. Il n'y a pas fait d'union, on en parlait. Si la gauche était à 30%, je t'ai coupé là-dessus. Ouais, ça serait mieux. Hein. Voilà. Mais c'était beaucoup plus important de tester les forces en présence, machin. Mais en fait, c'est ça. C'est-à-dire à un moment, Olivier Besancenot, qu'on va recevoir juste après. Ouais, on va en parler avec lui. Dans son texte, dit voilà, la gauche est exactement là où on l'attendait, à savoir dans la division, dans les chicaneries, dans les machins. Et moi, je sais, je donne dans la chicanerie. Hein, tu as entendu ce que je viens de dire. Glucksmann. Ouais. Nous, évidemment, à gauche, faut pas beaucoup nous pousser pour qu'on se tacle entre nous, évidemment. Mais bon, résultat. Oui, tu connais le point commun entre un mec de gauche et un mec de droite sur Twitter. C'est qu'ils insultent toute la journée des mecs de gauche. Ah oui. C'est pas faux. Elle est géniale, celle-là. Vous la connaissez pas ? Non. Elle est bien. Voilà, c'est ça la gauche. Je pense qu'en fait, l'émergence spectaculaire du candidat Glucksmann, c'est le résultat direct de l'échec à faire une liste d'union de la NUPES, en fait. C'est la bourgeoisie de gauche qui n'a pas accepté sa défaite. Au moment où on fait où la NUPES est réalisée, ce
qui se passe, c'est qu'il y a un rassemblement de gauche sur un programme de rupture. Et le corollaire de ça, c'est une stratégie où on dit on gagne si on fait voter les abstentionnistes. En fait, on gagne si on fait... Ça, c'est la stratégie de la France Insoumise, en l'occurrence, de faire voter les abstentionnistes. En fait, c'est la stratégie qui aurait pu être empruntée si on avait maintenu cette union-là avec une stratégie qui allait avec. Donc, le résultat de cet éparpillement en plusieurs listes, c'est que du fait que la Macronie se déplace largement à droite, pour tout un électorat qui se dit vraiment Macron, là, il est allé trop loin, on l'a un peu perdu, mais qui a besoin de se raccrocher à un truc quand même et de se sentir bien en votant, Glucksmann, c'est parfait. Donc la stratégie, ça va être de dire non, on va peut-être pas rétablir la retraite à 60 ans, d'être tout doux sur plein de trucs, de pas trop... social-libéral. Voilà. Et ça marche, mais ça récupère une partie de l'électorat de Macron, mais ça fait pas progresser la gauche et ça fait pas progresser un horizon où il y a une potentielle affirmation d'une alternative face à un énième duel Macronie extrême droite en 2027 en fait. Donc c'est un peu une impasse cette candidature et son espèce d'envolée comme ça peut pas mener à grand chose. Sacha ? Et moi j'ai un peu l'impression que médiatiquement on traite ces élections européennes comme si c'était une élection présidentielle en termes de votants en fait. C'est-à-dire que on parle des 16%, 16,5%, 17% de Glucksmann, il y a des sondages tous les jours, le Figaro sort un sondage tous les jours, c'est complètement lunaire et on ne se rend pas compte qu'à l'élection européenne, malheureusement, il va y avoir beaucoup plus d'abstention que sur une élection présidentielle ou une élection nationale, en fait. Donc, je pense que ça contribue vachement à faire monter la sauce autour de Glucksmann, parce qu'on a l'impression que c'est la superstar et qu'il concourt pas, je trouve pas de synonyme, je suis désolée, pour une élection présidentielle. Pour des européennes, mais que c'est la superstar de la présidentielle. Il a une importance totalement démesurée par rapport à l'importance que les élections européennes ont en France. C'est très important ce que tu as dit. Parce qu'on en parlait sur la Nouvelle-Calédonie, on parlait du corps électoral. Voilà. Là, c'est le corps électoral qui est important sur les européennes. Et ce corps électoral n'est en effet pas à l'image de celui qui va se mobiliser après pour la présidentielle. Or, le PS aimerait bien rejouer cette question des équilibres internes de la gauche, et donc ligne de rupture ou pas ligne de rupture, sur les questions économiques, sur les questions coloniales, sur les questions de violences policières, etc. Le PS est évidemment dans les modérés, et il avait perdu la bataille à la présidentielle, il a été obligé clairement, ils étaient à 2% avec Anne Hidalgo. Oui. Là, il passerait en tête des candidats de la gauche avec Raphaël Glucksmann. Le PS, il serait super content. Mais c'est pas sur le même corps électoral. C'est pour ça. Oui, absolument. Et c'est pour ça que la stratégie rêvée du PS, c'est que les européennes soient une catapulte pour Glucksmann. Et Glucksmann le dit. Glucksmann le dit en interview. De quoi ? Qui veut aller en 2027 être candidat ? Que ça va permettre de réévaluer les forces en présence à gauche. Il le dit. Parce qu'il y en a plein à qui on a dit les insoumis, vous faites ça parce que vous voulez en fait vous préparer la présidentielle. Mélenchon l'a dit en meeting, il a dit oui en effet, là c'est les équilibres qui se jouent, donc venez nous aider à battre Glucksmann. C'est un peu ça, ouais. Mais Manon Aubry n'est pas candidate à la présidentielle. Et en fait c'est ça, la gauche elle est en train de faire son match parallèle à côté, c'est ça. entre eux. Bardella aussi, ceci dit, parce que Bardella a dit que si le Rassemblement national remportait les élections européennes, il demanderait la dissolution de l'Assemblée nationale. Bien sûr. Pour rappel. Évidemment. D'ailleurs, est-ce qu'il n'a pas un caillou dans la chaussure, Jordan Bardella, en la personne de Marion Maréchal Le Pen ? Candidate pour Reconquête, est-ce qu'elle peut lui piquer des voix dans le genre populaire à l'extrême droite ? C'était le plan apparemment d'une partie de la Macronie qui s'est dit tiens, et si on essayait de jouer la carte Marion Maréchal pour crever un peu le ballon RN, et donc en lui accordant de l'importance, pourquoi pas en lui accordant des débats à Marion Maréchal. Ouais, c'est vrai. Oui, ils ont essayé de jouer c'est ce qui se murmurait, en tout cas. On n'a pas vu de débat entre quelqu'un de Renaissance et Marion Maréchal, je crois pas. Encore, mais ça ne saurait tarder. Super idée, on a normalisé l'extrême droite, maintenant on va normaliser l'extrême droite. C'est formidable. C'est vraiment ça. Non, mais voilà, pays finito. C'est vraiment ça. Non, pays pas encore finito. Non, on est là. Puisqu'on vote le 9 juin prochain. Il y a eu apparemment un débat avec Marion Maréchal Le Pen sur CNews. Il y a eu un
Ayez Maréchal. Mais Ayez vous voyez, Maréchal. c'est honteux. C'est vraiment les poubelles de l'histoire pour ces Pardon. gens-là. Non, mais vraiment, quoi. Où est-ce qu'on en est du mouvement étudiant? Tiens, on en a parlé quand même à plusieurs reprises sur Backseat, du mouvement étudiant qui est né en soutien à la Palestine. On était allé à la rencontre d'étudiants, notamment à Paris. C'était toi, Usul, avec Malek et avec Léa. On en est où du mouvement étudiant? J'ai l'impression qu'on en parle moins. Est-ce que c'est parce qu'il était en train de s'essouffler ou est-ce que c'est toujours aussi tendu à Sciences Po? Il n'est pas encore en train de s'essouffler. Par contre, il est bien réprimé. Hein, Ah ouais, il est déprimé? Ouais, y compris à l'EHSS, j'ai vu. Et bien réprimé, surtout. Oui, c'est ce que j'ai dit. Ah, j'ai compris, déprimé. Déprimé. Ah non, je voulais dire réprimé. Il est bien réprimé. D'accord, bien réprimé. Non, ils sont combatifs, les jeunes, mais voilà ce qu'ils se prennent, voilà comment ils se font soulever aussi, quoi. Voilà comment ils se font dégager. Donc c'est chaud. Mais toi qui es plus dans le milieu universitaire, peut-être que tu as vu plus de choses que moi. Claire, ça se passe comment? Bah, en fait, oui, il y a encore des blocages, il y a encore... et là, c'est aussi une phase d'examen, donc il y a des blocages d'examen avec des bagarres avec l'administration par rapport à la notation et l'évaluation et le report des examens, etc. Mais moi, j'ai pas l'impression que le mouvement faiblit. Je pense qu'il y a encore des blocages et des mouvements, mais c'est assez illustratif d'encore cette pente très glissante qu'on est en train de prendre. C'est-à-dire qu'on a eu des CRS dans les facs. Donc les mêmes lieux où en fait des jeunes gens viennent apprendre à penser de manière critique, ont leurs cours, construisent une vie associative, C'est vrai que le parallèle avec le CRS, c'est quand même assez drôle. adultes, etc. Ces mêmes lieux sont des lieux où ils se sont fait traîner à travers des halls de fac. Enfin, c'est d'une violence symbolique incroyable en termes de liberté académique, parce que les facs sont des lieux pas seulement d'enseignement mais aussi de recherche, donc c'est des lieux qui doivent être protégés parce que c'est là où s'exerce cette donnée extrêmement importante pour nos démocraties, le droit de faire de la recherche de manière libre et potentiellement critique du pouvoir. Et ça s'est particulièrement matérialisé à Sciences Po, qui a une espèce de double identité, d'être à la fois un lieu d'enseignement et de recherche, et d'être aussi un lieu de reproduction sociale très fort, et d'être un lieu de reproduction des élites. Donc ça a fait paniquer finalement tout le monde, parce qu'ils se sont dit, purée, la jeunesse de Sciences Po, elle est en train de nous filer entre les doigts. Oui. Elle ne croit plus en fait à ce qu'on essaye de leur inculquer pour qu'ils viennent être l'élite d'après et reproduire le schéma. Donc c'est pour ça que Sciences Po, ça a matérialisé toutes ces tensions. C'est à cause de cette double identité-là. Mais donc le mouvement n'est pas du tout fini. La répression, elle est extrêmement importante. Il y a des poursuites judiciaires, mais il y a toute une série de solidarités qui s'organisent, donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les sites des comités Palestine des différentes facs. Voilà, je pense qu'ils tiennent, mais je sais pas pense ce qu'on que va ça vers va un donner. printemps de lutte. Alors, c'est ma question. Est-ce qu'on va vers un printemps de lutte? Et ma deuxième question, c'était, est-ce que ce mouvement de la jeunesse qui se politise, qui s'interroge beaucoup, on parlait tout à l'heure avec Vincent des réseaux sociaux, qui là aussi, il y a des réflexions, même les influenceurs se mettent à en parler, il y a des questions politiques. Est-ce que ça peut donner des surprises dans le scrutin européen? Moi, j'ai du mal à l'imaginer quand même. C'est rigolo, j'ai vu des chiffres. Bon, après, c'est les rolling, Oui. les rolling un peu pourris, mais j'ai vu qu'en effet, dans les 15-25, dans les 18-25, là, c'est un raz-de-marée pour Manon Aubry, 6% pour Renaissance. Bon, voilà, la question c'est est-ce qu'ils vont se mobiliser? Oui, non. Et puis les quartiers populaires, est-ce que ça va marcher? Alors, j'ai vu que la stratégie des Insoumis, vous savez, draguer les quartiers populaires en mettant Rima Hassan, etc., tout ça, là, c'est ce qu'ils disent en face. C'est juste, moi, il me semble qu'il y a une colère dans la jeunesse, ce serait absurde de ne pas l'accompagner politiquement et de l'accompagner, voilà, et de la représenter. Ouais. Mais j'ai vu Carl Olive là qui se chiait dessus. Alors Carl Olive qui lui c'est quoi son bled? Poissy, merci. Et Carl Olive disait dans un article, il disait moi j'ai un peu peur parce que là j'ai vu faudrait se méfier, cette stratégie elle pourrait marcher. Moi j'ai vu il y avait 180 nouveaux inscrits, des gens qui sont venus s'inscrire sur les listes électorales, ils venaient que des quartiers populaires. Et là, je trouvais ça l'inquiète. Ben oui, parce que c'est-à-dire que déjà ils présupposent de ce qu'ils vont voter, mais ça dit bien aussi une chose. Ça dit que ce système là il tient que parce qu'il y a des gens qui sont exclus du suffrage pour une raison ou une autre, ou qui s'excluent eux-mêmes, ou qui ne se sentent pas impliqués. Mais quand on s'implique, en fait, ils flippent. Ne serait-ce que, et vous voyez, on ne sait même pas ce qu'ils vont voter. On sait juste que, en fait, c'est pas plus mal que les quartiers populaires votent pas d'habitude. S'ils votent, oulala, on est dans la merde. Pourquoi? Parce qu'ils savent très bien qu'ils mènent une politique de classe et que, dans ce contexte-là, voilà. Donc, on ne sait pas, on peut avoir des surprises. Moi, je pense que la France Insoumise va faire plus que ce qui est annoncé, bien plus
probablement bien plus. D'accord. Je pense que ça va être une tôle pour les écolos et que Europe Écologie Les Verts, Glucksmann, Glucksmann, moins que ce qui est annoncé. Moins que ce qui est annoncé. Eh ben écoute, on verra bien. Voilà, on suivra évidemment sur On Backseat prend les paris, les résultats des élections, chers amis. On va marquer 10 minutes de pause. Après la pause, je vous rappelle que nous recevrons notre invité politique cette semaine. Il s'agit d'Olivier Besancenot. C'est parti pour la pause, à toutes.